Merci, Monsieur le Ministre. Avant de céder la parole à Madame la rapporteure, j'avais des premières questions sur la question du contrôle et de la qualité et du pilotage. Quelle est votre lecture en termes de gouvernance, alors que on a pu observer que les PMI, que les CAF pouvaient avoir des politiques différentes, à la fois en termes de contrôle, de soutien à l'investissement, même de soutien au fonctionnement, avec d'une certaine manière une certaine disparité. Alors c'est très complexe, ça le rend d'autant plus complexe. Et c'est vrai que dans ce pilotage où il y a cet objectif de l'accueil de qualité, mais que derrière on a une territorialisation avec un double acteur, CAF, PMI. Quelle est votre analyse des échanges qu'on a pu avoir? On s'est demandé s'il n'y avait pas aussi un problème de gouvernance avec une absence de pilotage interministériel sur l'ensemble. Ma deuxième question, elle est liée plutôt aux modèles économiques, avec un S. De ce que je comprends de vos propos, peu importe la gestion, qu'elle soit privée à but non lucratif ou public, les défis sont communs en termes de qualité, d'attractivité. Mais est-ce que vous faites un lien entre le modèle économique conçu par l'État à travers la CAF, qu'il s'agisse d'ailleurs des crèches PSU ou des crèches PAGE, et la qualité? En quoi le modèle influe sur la qualité? Est-ce que pour vous, le modèle tel qu'il a été établi, et vous avez cité un certain nombre d'enveloppes, est-ce que ce modèle permet la qualité, ou est-ce qu'il faut aussi, en fonction des éléments qui étaient portés à votre connaissance, faire évoluer ce modèle avec cette ambition de la qualité? Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, deux questions assez fondamentales, évidemment, à tout point de vue. Sur le premier sujet, qui est celui contrôle de la qualité, de la gouvernance, du pilotage, des moyens de contrôle, de cette dualité que vous avez évoquée, en fait, qui est bien plus que duale, en réalité, entre PMI et CAF, puisque les acteurs, une fois encore, sont nombreux. Avant même les questions, enfin avant même, je ne sais pas si avant même, il y a deux aspects au moins. Il y a une question de moyens. Alors, généralement, j'aime pas rentrer par les moyens parce que je préfère rentrer par le sens. Mais je vais faire une dérogation et rentrer par la question des moyens s'agissant des PMI notamment. Rapport Perron 2018, il faut sauver les PMI. Le constat que les départements ont désinvesti 100 millions d'euros les 10 dernières années dans leur PMI. Constat aussi que la pyramide des âges est très très défavorable au niveau des médecins. De mémoire, je vérifierai les chiffres, je crois que le rapport date de 2018, je crois qu'il prévoyait qu'en 2024, près de 70% des médecins de PMI partiraient à la retraite. Bon. C'est la raison pour laquelle, globalement, parce que je crois beaucoup en cette institution qui pour moi est un peu le symbole de cet universalisme à la française, raison pour laquelle on a beaucoup investi sur les PMI. Vous avez voté en 2018 des délégations de compétences entre médecins et infirmières puères au sein des PMI pour dégager du temps médical. Dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, où l'État a contractualisé avec les départements, une des conditions pour que les départements puissent contractualiser avec les États était qu'ils réinvestissent dans les PMI. Et donc j'ai réinvesti, moi, État, 100 millions d'euros en 3 ans dans les PMI, correspondant donc au désinvestissement des 10 années passées. Et dans la loi du 7 février 2022, il est prévu également, en espérant ne pas dire d'erreur, c'est bien dans ce texte que cette disposition se niche, mais qu'un certain nombre d'actes réalisés par les PMI, substitution par exemple de la médecine scolaire, dont l'état aujourd'hui est plus qu'inquiétant, ferait l'objet de remboursement par les caisses d'assurance maladie, ce qui n'était pas le cas dans un très grand nombre de territoires. Bref, nous avons réinvesti, redonné des moyens au PMI, parce que la question du suivi et des contrôles est aussi une question de personnel disponible et de temps disponible.
C'est d'ailleurs une raison pour laquelle aussi n'a fait l'objet in fine que d'une expérimentation, même si j'aurais peut-être souhaité que ça aille plus vite, mais je pense que vu le bouger structurel que ça représente, je pense que c'est bien d'en être passé par là, de transférer dans 5 départements de mémoire les procédures d'habilitation et les contrôles des établissements collectifs, des PMI au CAF. Et avec l'idée que ce contrôle, quel qu'en soit l'opérateur, excusez-moi du terme qui n'est pas très, très approprié, passe peut-être d'une logique ex-ante très tatillonne, où on donne souvent l'exemple de la hauteur où se trouve, probablement très caricatural, de la hauteur à laquelle se trouve la poignée de porte, à justement un contrôle peut-être ex-post, et en tout cas qui porte bien davantage sur la qualité de l'accueil du jeune enfant. Premier aspect. Le deuxième aspect, il y a peut-être une réflexion très structurelle à avoir sur la gouvernance. Le choix que nous avons fait, c'est là aussi de commencer par mettre tout le monde autour de la table. Alors ça paraît très très bateau comme ça, mais on se rend compte que pour beaucoup de politiques publiques, je pense à la protection de l'enfance de la même façon, quand différents acteurs se mettent autour de la table, autour et en partant des besoins de l'enfant, souvent les choses se passent beaucoup mieux et ces fameuses ruptures que l'on retrouve dans beaucoup de nos politiques publiques, surtout quand elles sont interministérielles et décentralisées, n'ont plus lieu. Et donc c'est l'objet des comités départementaux des services aux familles. Alors ça peut paraître très techno. On peut se dire c'est encore une commission de plus, une réunion de plus, et les gens finissent par passer leur vie en réunion. Bah écoutez, moi dans mes déplacements, j'ai assisté pendant plusieurs heures à un certain nombre de ces comités départementaux. Et de mémoire, notamment en Bretagne, je crois que c'était à Lorient, peut-être que ma mémoire fait défaut, et c'était assez édifiant de voir à quel point ça fonctionnait bien. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, autour de la table, vous aviez le responsable de la CAF qui menait la réunion, mais ce n'était pas une obligation, mais en l'espèce c'était le cas. Vous avez les services de PMI qui étaient là. Vous aviez les maires ou les présidents ou les responsables d'Interco. Vous aviez les associations. Et tout d'un coup, il y avait une vision partagée et stratégique de ce que devait être l'offre d'accueil et l'accompagnement, la prise en charge des enfants sur un territoire donné. Voilà, alors c'est... une fois encore, on peut considérer que c'est du soft management, qu'il faudrait aller plus loin, qu'il faudrait peut-être clarifier les choses plutôt que... Parce que tous ces coûts de coordination, enfin, tous ces espaces de coordination, tous ces moments de coordination sont salutaires, ils ont un coût aussi. Voilà. Et c'est souvent des choses qu'on oublie, nous qui élaborons des politiques publiques. Voilà, donc il faut que ça soit rémunéré, il faut que ça corresponde au temps dont disposent les gens, etc. En tout cas, c'est la réponse que nous avons apportée sans aller plus loin. Alors je ne sais pas quel est le bilan qui peut être fait depuis désormais qu'ils fonctionnent depuis 3-4 ans, quel bilan qui peut en être fait, mais je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Sur le modèle économique. Bon, moi je pense que la richesse du modèle français, c'est sa diversité. Moi je pense qu'il n'y a pas, j'ai toujours pensé et défendu l'idée qu'il n'y avait pas de mode d'accueil quand on partait du point de vue de l'enfant et des besoins de l'enfant, parce que c'est ça qui doit être notre boussole, il n'y a pas de mode d'accueil mieux qu'un autre. C'est comme en protection de l'enfance. On peut se dire en protection de l'enfance, les assistantes familiales, ça ressemble beaucoup plus à la famille, c'est beaucoup mieux qu'une MEX. Bah, pas pour tous les enfants en réalité. Bah, dans la petite enfance, c'est la même chose. Chaque enfant, et même pour le même enfant, en fonction de son âge et de son développement, peut correspondre à un mode d'accueil qui lui est plus adapté. Donc le collectif n'est pas mieux que l'individuel et inversement, les micro-crèches par rapport aux crèches. Alors moi, il y a des modèles que j'aime bien parce qu'ils sont c'est un peu à la croisée des deux mondes, c'est peut-être le meilleur des deux mondes. Ce sont les MAM, la maison d'assistante maternelle, parce que il y a l'individuel, mais on est quand même avec d'autres enfants. Les professionnels ne sont pas seuls. L'isolement, on reviendra sur les questions de maltraitance, je pense.
l'isolement est clé dans les sujets de maltraitance. Donc les MAM permettent de casser cet isolement. Donc c'est ça la richesse de notre modèle. Il faut bien se poser toujours du point de vue de l'enfant. Quant au modèle économique, parce que c'est ça le fond de votre question, moi je pense qu'il faut que et c'est ce qu'on s'est évertué à faire, et poursuivant les préconisations du rapport IGAS, je pense qu'il faut aller plus loin et renforcer ces contrôles. Je pense qu'il faut des règles claires et des contrôles qui soient effectifs. Pour tout type d'établissement, quel que soit le modèle. Parce que j'ai toujours dit, veillons à ne pas se concentrer uniquement sur le privé lucratif, au risque de laisser passer des situations maltraitantes qui peuvent avoir cours et qui ont cours dans d'autres types d'établissements. Alors moi je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, je ne sais pas si c'est plus maltraitant dans le privé lucratif que dans d'autres. Ce que je constate, c'est qu'il y a aussi de la maltraitance dans d'autres types d'établissements, et le cas d'un EHPAD géré par la ville de Paris en a été l'exemple la semaine dernière. Bon. Donc méfions-nous, parce que du point de vue, là, une fois encore, de l'usager, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi regardant, que les contrôles ne soient pas aussi précis, pointilleux, inopinés, qu'on se trouve dans le public ou dans le privé. Parce que, alors, il y a des groupes, il y a des établissements qui courent après le profit. Il ne faut pas non plus être naïf. On l'a vu dans les EHPAD, on l'a vu dans le secteur de la petite enfance. Vous faites votre travail, la justice fait son travail. Mais je pense que la maltraitance est aussi générée par, une fois encore, l'isolement dans lequel peuvent se trouver les professionnels. Je pense aux assistantes familiales, notamment, parce que ça arrive aussi chez les assistantes maternelles, les assistantes familiales, c'est en protection de l'enfance. Et puis de mémoire, le rapport IGAS-IGF sur les microcrèches qui est paru récemment évoque non pas tant les questions de taux d'encadrement, mais la question de la formation des professionnels, qui est aussi un critère, un élément qui doit être travaillé pour lutter contre la maltraitance. Voilà pour ces quelques éléments de réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je cède la parole à Madame la rapporteure.